La situation actuelle du pays nous incite à réfléchir aux causes qui nous y ont conduits. Le malaise identitaire calédonien plonge ses racines dans notre histoire douloureuse. Malgré les accords signés et les outils déployés au cours des dernières décennies, les inégalités persistent et la paix sociale s'en retrouve affectée aujourd'hui. Comment surmonter cette crise et réussir enfin à bâtir une société unie? Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. 40 ans après les événements, l'histoire semble se répéter. La radicalisation des discours, les violences et les morts survenus ces derniers mois laissent penser que les outils et stratégies déployés à partir des accords ne sont peut-être pas adaptés aux réalités de notre temps. Comment expliquer le malaise dans lequel se retrouve la société calédonienne aujourd'hui et comment en sortir? Qu'est-ce qui pêche dans notre système et comment y remédier? Pour en parler, je reçois ce soir Patrice Gaudin. Vous êtes maître de conférences en anthropologie à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Vous êtes également membre du collectif Pays pour le dialogue, un mouvement citoyen récemment créé pour renouer les fils du dialogue social, aujourd'hui rompu. Et vous nous expliquerez comment se déroule et où en est cette mission de dialogue. À vos côtés, Margie Adjuniop, vous avez créé votre propre entreprise de vêtements et accessoires. Vous nous partagerez votre parcours et votre vision de la situation. Bonsoir et merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Et en fin d'émission, nous accueillerons Romain pour sa chronique Ça vous anime, qui nous livrera aujourd'hui un billet très personnel. Voilà plus de 2 mois que les violences ont éclaté dans le pays. Margie Adjuniop, en tant que jeune femme kanak, comment est-ce que vous avez vécu ces événements? Je pense que je l'ai vécu un peu comme tout le monde, avec une certaine surprise, mais aussi que genre, je le sentais quand même venir. Par rapport, je pense, à la situation du pays, je pense que je l'ai... je ne sais pas si je dois dire je l'ai bien vécu, je l'ai mal vécu, parce que tout est relatif, Oui. c'est par rapport au contexte, au moment T, je peux dire ça. Mais voilà, je pense que je l'ai vécu comme tout le monde, surprise, et puis d'un côté, c'est évident. Patrice Gaudin, cet embrasement, au sens propre comme au sens figuré, s'est déclaré à Nouméa, dans le Grand Nouméa, dans les quartiers populaires. Pourquoi, selon vous? Je crois que c'est la conjugaison de plusieurs facteurs. C'est-à-dire que la crise à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est une crise qui relève d'une, je dirais, d'une surdétermination de plusieurs causes. Il y a à la fois le conflit politique autour du dégel du corps électoral, du pacte nickel. Il y a ensuite une vraie crise économique et elle ne date pas du 13 mai. Elle était déjà annoncée depuis longtemps et on voyait bien que elle s'approfondissait et que tôt ou tard, il y aurait un moment où il faudrait faire face aux conséquences de cette crise économique, d'autant plus que on pouvait avoir le sentiment qu'il y avait une certaine inertie politique face à cette crise. Puis il y a ensuite toute une série de crises en cascade qui sont venues se rajouter ici. Il y a une société qui reste une société profondément inégalitaire encore, avec toute une série de problèmes qui n'ont pas été réglés. Il y a aussi le problème de la jeunesse, et notamment de la jeunesse urbanisée, de la manière dont elle peut se situer dans la société. Ça fait longtemps que des sociologues comme John Passa, par exemple, ont annoncé qu'il pourrait y avoir des problèmes là. Alors tout ça s'est cumulé pour donner la crise du 13 mai, qui était à la fois prévisible, ou plusieurs de ces crises étaient prévisibles, on savait qu'elles risquaient d'éclater, mais en même temps, personne n'avait imaginé leur conjonction à ce moment-là précisément. Alors, les tensions, elles persistent encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que les propos se sont radicalisés? Il y a des formes de radicalisation et des deux côtés. On voit bien qu'il y a des discours qui sont des discours à la fois clivants au niveau politique et puis difficiles humainement à recevoir. Il y a des surenchères qui se font. Et en même temps, on voit bien aussi qu'il y a une volonté assez forte des Calédoniens de pouvoir, je dirais, sortir de cette crise et de lui trouver une issue. Et notamment, je trouve que les élections législatives qui viennent de se dérouler montrent par à la fois le nombre de votants, mais aussi par l'analyse qu'on peut faire du vote, d'une volonté commune de pouvoir encore faire société. Margie, est-ce que vous, cette radicalisation, vous l'avez constatée dans votre entourage, autour de vous, dans votre métier, depuis le 13 mai? Personnellement, non. J'ai pas dans mon entourage entendu
enfin voilà, des radicalisations. Mais après, c'est quoi la définition de radicalisation? C'est comment on définit quelqu'un qui est radical? Quels sont les termes? Qui a établi ces termes? Pourquoi on va dire que telle personne est radicale par Mhm. rapport à une autre Ça personne? Donc, dépend du curseur de référence, en fait. voilà, après, moi, dans mon entourage, je pense qu'on est dans cette optique-là encore de vivre ensemble. Et puis, il y a certaines personnes qui pensent peut-être, voilà, comme ça, la radicalisation, mais ça ne me parle pas du tout. D'accord. Hein, dans l'émission, voilà, ça vous parle, non, pas moi. Enfin, Ça vous parle pas, apparemment. pas du tout. Enfin, non, on vit entre nous. Il y a toutes les communautés. Il y a du métissage. Voilà. Alors, cette radicalisation, elle a conduit justement à l'expression d'un racisme anti-blanc. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de racisme dans ce cas? Aurélie Chiron a posé la question à l'anthropologue Benoît Trépied. Ce que je disais au tout début de l'émission, vous m'avez dit que c'était provocateur, mais il y a aujourd'hui un racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie. Je sais que c'est tabou en métropole. Dans cette interview donnée le 17 mai sur l'antenne de RTL, le député Nicolas Mesdorf évoque un racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie. Un propos qu'il soutient par des injures à caractère raciste dont il serait lui-même victime. L'anthropologue Benoît Trépied nous explique pourquoi ce discours n'est pas tenable au pays. À mon avis, on ne peut pas parler de racisme anti-blanc en Calédonie, pas plus qu'on ne peut parler de racisme anti-blanc en France métropolitaine, parce que le système économique, social, politique, global de la Nouvelle-Calédonie, en fait, il n'exclut pas les Blancs. En fait, il privilégie les Blancs. C'est l'inverse. Après la nuit du 13 mai, la tension est extrême à Nouméa. Dans plusieurs quartiers, des barricades de voisins vigilants sont érigées, des contre-barrages qui font polémique et que les militants de la CCAT qualifient de milices. Sur la capitale, c'est le basculement dans la violence. La violence a créé de la radicalisation dans les deux camps qui s'opposent. Donc il y a toujours une prime aux extrêmes et évidemment il y a eu de part et d'autre là la résurgence de discours et de propos racistes qu'on pensait avoir dont on pensait qu'ils avaient disparu à la faveur des accords, parce que de fait, les accords ne permettaient plus l'expression de ça, ne permettaient plus l'expression de cette haine de l'autre ou de cette défiance, mais la violence le permet l'expression de ça, mais c'était le cas dans les années 80 aussi. Après 10 jours de tension, le président Emmanuel Macron décide de se rendre sur le Caillou. Lors de sa conférence de presse le 23 mai, il évoque la radicalisation des discours. Les inégalités sociales ont continué de s'accroître et que pour partie, sans en rien le justifier, elles nourrissent aussi une part du racisme qui a réémergé. Un racisme nourri par des inégalités sociales. Malgré les politiques de rééquilibrage, de fortes disparités demeurent. Depuis les accords de Matignon, il y a une forme de on ramène la paix, on essaie de se réconcilier, puis l'accord de Nouméa, c'est on essaie de construire ensemble une nouvelle citoyenneté, quelque chose qui nous rassemble, et donc forcément, la logique de la citoyenneté, c'est celle de la fraternité, de l'égalité, d'un pied d'égalité. Mais alors même qu'il y avait ce projet politique, eh ben, il y avait toujours des formes structurelles de discrimination et de racisme contre les Kanaks et souvent contre les populations océaniennes, hein, parce que les Wallisiens et Futuniens sont aussi très concernés par ces manifestations de racisme. Et là encore, c'est pas un problème, c'est pas que un problème ou pas principalement un problème d'insultes racistes. C'est beaucoup plus discrimination pour l'accès au logement, discrimination pour l'accès à l'emploi, discrimination pour l'accès à un certain nombre d'activités de loisirs. C'est là où ça se noue en fait très profondément. Les populations kanaks sont toujours marginalisées dans l'accès aux plus hauts diplômes et aux plus hautes responsabilités. Les inégalités d'accès au diplôme constituent le facteur principal d'inégalité dans l'insertion professionnelle. L'explosion sociale qu'on a vue à Nouméa, elle est aussi liée au fait que la loi de protection de l'emploi local, elle a quand même été mise en œuvre très très tardivement et très très timidement. Dans le personnel politique, personne ne s'est battu pour une application pleine et entière de cette loi à la hauteur de l'accord de Nouméa. Et ça, ni les loyalistes, ni les indépendantistes. On sait très bien que les syndicalistes qui font vivre les commissions paritaires sur l'emploi local, ils sont seuls à faire ça, en fait. Ces 35 dernières années, la paix s'est construite sur la création d'une citoyenneté calédonienne, dont les événements initiés le 13 mai dernier confirment l'échec.
La question du racisme, Louis Mapou, président du gouvernement, l'évoquait dans sa déclaration solennelle du 8 juin dernier, en affirmant que les vieux démons étaient réapparus. Patrice Gaudin, avait-il vraiment disparu? Les accords ont-ils empêché leur expression, comme le dit Benoît Trépied dans ce reportage? Le problème avec le terme de racisme, c'est que ça peut renvoyer à la fois à un certain type de représentation qu'on peut dégager, des discours, des attitudes, et en même temps, c'est une sorte d'imprécation. C'est-à-dire que quand on dit racisme, bien entendu, il y a quelque chose de péjoratif, et ceux qui sont racistes, tout de suite, c'est un jugement de valeur. Je crois que le problème de la société calédonienne, c'est que effectivement, elle reste avec de profondes inégalités, et que ces inégalités ont comme caractéristique de venir, je dirais, épouser d'autres différences à l'intérieur de la société. C'est-à-dire qu'on a à la fois un clivage communautaire, ce clivage communautaire renvoie aussi à des inégalités sociales, et c'est sûr que les communautés ne sont pas du tout dans la même position dans la stratification sociale, et là-dessus vient se rajouter ensuite des clivages politiques. Donc, effectivement, ça crée un certain nombre de tensions. Là-dessus, après, quand ça explose, il y a ce qu'on pourrait appeler un racisme conjoncturel, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément inscrit dans la structure, la représentation que les gens se font de la société, mais par contre dans le combat, dans les affrontements, à ce moment-là, ces choses-là ressortent. Mais il faut bien reconnaître que ce racisme conjoncturel, ce racisme réactionnel, il est assez partagé en Nouvelle-Calédonie et pas spécifiquement propre à un côté. Margie Junior, vous venez d'une famille d'enseignants, vous avez été professeur vous-même, vous êtes professeur vous-même, vous accompagnez donc les citoyens de demain, comme on dit. La citoyenneté calédonienne a-t-elle un sens pour eux? Bien sûr, je pense que tous les élèves en fait qui sont dans les établissements, qui sont assis à côté de toute cette citoyenneté qui fait, enfin toutes les ethnies qui font la citoyenneté calédonienne. Mon camarade, c'est un métis wallisien. Voilà, ça c'est mon pote Caldoche avec qui je fais la chasse, avec qui je vais aller faire la pêche. Si je vais dans les îles, je vais voir mon pote. On a fait l'internat ensemble. Bien sûr que ça leur parle. Bien sûr que à côté, eux, ils le vivent au quotidien, en plus. Et en tant que prof, remplaçante, je tiens à le dire, je suis maître auxiliaire. Donc, je fais des CDD, tout ça et tout. Mais c'est vrai qu'on est en contact direct avec, justement, les citoyens de demain. Et c'est à nous de leur montrer que c'est possible, parce que cet environnement-là est justement propice à créer des liens sociaux. On dit souvent que les accords permettent à tous les jeunes Calédoniens d'accéder aux études supérieures, mais on vient de le voir dans le reportage. En 2019, seuls 8% des Kanaks et 9% des Wallisiens et Futuniens ont au moins un bac+2 contre 54% des Européens. Comment est-ce que vous expliquez ces inégalités? Il y a beaucoup de paramètres pour expliquer ces inégalités-là. On dit souvent chez nous, quand il y a une plante qui commence à affaiblir ou à perdre de la couleur, on ne blâme pas la plante. On change de l'environnement, on creuse autour et puis voilà, on met dans un autre environnement propice. Il y aura la pluie, il y aura le beau temps, il y aura tout ça, mais c'est l'environnement qu'il faut changer. Donc ça, c'est très très important à comprendre, peut-être par rapport à ça. Et l'environnement, quand tu vas le changer, aux inégalités sociales, peut-être à partir de là, on pourra avoir justement un résultat. Ensuite, il y a aussi l'éducation. Pas l'éducation à la maison, enfin les deux d'ailleurs. L'éducation à la maison et l'instruction à l'école. Oui. C'est pareil, je pense qu'il faut être conscient, il faut ouvrir les yeux. Ça fait 35 ans qu'on est là-dedans. Et si les résultats ils sont là, c'est que ça parle. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Quelque chose qu'il faut changer, Patrice Gaudin. Est-ce qu'on est encore sur un système qui est peut-être trop calqué sur un modèle occidental ? C'est sûr que les fragilités du système économique qu'on observe par exemple en ce moment, elles proviennent d'une organisation qui n'a certainement pas su prendre en compte un certain nombre de paramètres d'adaptation nécessaires aux réalités locales. C'est une certitude. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, il y a eu une citoyenneté qui a été déclarée, mais toute en étant, je dirais, faisant l'objet d'une adhésion de la population, on lui a donné très très peu de contenu.
Il suffit de voir les bagarres qu'il y a eu autour du problème du drapeau, etc., du peu de cas qu'on fait de l'hymne local et des signes de citoyenneté. Et je pense que aujourd'hui, on voit bien que sur sa carte d'identité ou son passeport, on habite, par exemple, moi, connais France et pas Nouvelle-Calédonie. Donc on a eu du mal à donner un contenu à cette citoyenneté. Et un certain nombre de rendez-vous que nous avions pour lui donner du sens, je pense au tout le travail qui avait été fait dans le cadre de NC 2025, le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas vu le jour. Je pense au grand débat sur l'école, je pense au débat autour de la mine, je pense à ce que faisait aussi le Sénat coutumier, qui avait essayé de travailler sur les valeurs kanak et puis de les proposer au débat. Personne n'a donné suite à ces éléments. Alors, on pouvait juger que peut-être tel ou tel aspect était maladroit, mais il y avait une volonté qui s'est exprimée à plusieurs reprises de pouvoir essayer de donner un contenu à cette citoyenneté. Et clairement, il apparaît que ça a été extrêmement difficile. Mais en même temps, il faut dire ça, ce que révèlent les faits aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté profonde de la société de la construire, ces citoyennetés. Par-delà, si on regarde par-delà les émeutes en ce moment, les incendies, toute la situation difficile qu'on est en train de traverser, on s'aperçoit qu'il y a cette espèce de volonté-là. Margia Juniop, vous nous parliez du système éducatif. Pour vous, est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux, le système actuel? C'est difficile. C'est difficile à dire. Enfin, après, le résultat est là. Voilà. Le résultat est là. Est-ce que ça a été à la hauteur? Ça a été à la hauteur à 8% pour les Kanaks qui ont eu un diplôme supérieur. Ok, on appelle ça des exceptions. Bien sûr que je pense que toute personne logique dirait qu'il y a quand même un mal-être aussi dans ce système-là éducatif. Je parle de l'éducation nationale, parce que j'ai fait bref. Je parle de l'éducation nationale qui fait que peut-être tout le monde ne s'identifie pas à ça. Et les chiffres y parlent. Il faut regarder le résultat, il faut voir ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on répète les mêmes choses? Est-ce qu'on change radicalement? Il faut avancer, il faut changer les choses. Et il faut au-delà de 8%, de 9%, peu importe. Patrice Gaudin, finalement, on a le sentiment qu'il y a toujours une forme de malaise en fait, identitaire qu'on n'a jamais réussi à guérir et qui remonte à notre histoire coloniale. Comment l'expliquer? Le problème est simple, c'est après la Seconde Guerre mondiale, il y a une utopie qui naît. C'est Jean-Marie Colombani qui utilise ce mot d'utopie, l'utopie calédonienne, celle de l'Union calédonienne première version, c'est 2 couleurs, un seul peuple, et l'idée qu'on va pouvoir s'émanciper, sortir de la colonisation dans une sorte de pacte des différentes composantes de la société. Il se trouve que pour des raisons qui sont des raisons de politique extérieure, de politique internationale, à un moment donné, celui qui d'une certaine manière a inauguré ce mouvement qui était le général de Gaulle avec le discours de Brazzaville en 1945, va décider dans les années 60, j'allais dire, de reprendre ses billes et de tout recentrer autour de l'État. Et tout le processus d'évolution de la société, qui était à la fois la construction d'un contrat social entre les différentes composantes, d'autonomie, d'une évolution progressive dans le cadre de la République française, tout ça a été remis en cause, et notamment avec toute une politique volontaire à la fois de recentralisation, mais aussi d'émigration. C'est-à-dire on a fait immigrer ici en Nouvelle-Calédonie toute une série de gens de l'extérieur avec l'idée de rendre les Kanaks minoritaires. Et là, on va poser un double problème. C'est à la fois on rompt le contrat social et il va y avoir une montée de l'indépendantisme qui s'annonce. Et bien entendu, il y a aussi la volonté d'en sortir. Mais comment on sort quand tout d'un coup on a d'une certaine manière plus comme moyen les moyens qui sont institutionnellement reconnus par les démocraties, c'est-à-dire par le vote. Comment on fait quand on a truqué d'une certaine manière le corps électoral? Les Kanaks ont été rendus minoritaires chez eux. La sortie par la voie la plus simple, qui est celle d'un référendum, celle du vote, devient problématique parce que les gens ont le sentiment qu'on les a trompés. Face à la situation, vous avez créé avec d'autres personnalités publiques un collectif pays pour le dialogue qui
qui compose ce collectif et est-ce que c'est justement cette volonté de faire peuple, cette identité commune que vous voyez justement pour une reconstruction ? Alors, le collectif a été créé par des personnes d'horizons différents. Il y a chez nous des indépendantistes, des non-indépendantistes, des gens dont les opinions politiques ne sont pas forcément très arrêtées, des gens des églises, il y a des francs-maçons, il y a des gens de partout. Ces gens-là se sont réunis en se disant que il fallait rétablir les conditions du dialogue et revenir, j'allais dire, dans le sillage des accords de Nouméa, de Matignon-Oudinot et de Nouméa. C'est-à-dire retrouver la piste du dialogue, et elle est assez simple, il y a quatre éléments qui sont là. L'accord de Nouméa est un accord de décolonisation. Pour construire le destin commun, il faut du rééquilibrage socio-économique, et donc travailler au rééquilibrage. Le destin commun est à construire, il y a une citoyenneté à construire, et puis il y a aussi les bases d'une organisation démocratique locale à mettre en place. Et donc on va écouter les gens, on essaye d'entendre leurs doléances, leurs souffrances, quelles que soient les opinions politiques qu'ils peuvent avoir, leurs griefs, pour faire émerger les questions qui, à l'évidence, n'ont pas été traitées dans le cadre de ces dernières années, dans le cadre de l'accord de Nouméa, et puis ensuite de voir comment on pourra remettre en branle cette société civile pour qu'elle discute de ça et puisse faire émerger des propositions, et avec l'espoir que ces propositions seraient entendues par les indépendantistes, par les loyalistes, par l'État français, pour permettre de reconstruire la suite, les pages suivantes de l'accord politique. Mardia Juniop, aujourd'hui, quelles sont les solutions justement pour revoir ce modèle social, pour justement construire autrement? C'est comme si je vais à moi toute seule apporter des solutions. Selon vous, bien sûr. Non, j'invite tout le monde a des solutions à tout problème. Mais est-ce que c'est par exemple ce genre d'initiative-là, de consultation citoyenne, qui pourrait éventuellement être une piste aussi Bien sûr, je pense qu'il faut sonder, il faut sonder les cœurs, il faut sonder les émotions, il faut sonder sur le terrain, il faut sonder sur le virtuel. Je pense qu'il faut maintenant écouter, peut-être beaucoup plus, apprendre à se taire, à écouter les gens, à savoir ce que eux vraiment ils ont besoin et est-ce que c'est dans le bien commun. Enfin voilà, se poser. C'est vrai qu'après, on va se poser des questions, ça va faire émerger des questions et des questions. Ouais, non, mais jusqu'à quand en vrai? En vrai, jusqu'à quand? Parce qu'après, s'il faut encore revivre ça, voilà, à un moment donné, il faut avoir du bon sens. Il faut avoir du bon sens, les solutions. Tout le monde est une solution. Je suis une solution. Vous êtes une solution. Tout le monde est une solution pour ce pays. À partir du moment où on se considère comme solution, on impacte là où on est avec ce qu'on a. Et j'appelle vraiment à tout le monde pour recréer ces liens sociaux qui, pour moi, en tant que professeure remplaçante, jeune femme, entrepreneur, cana, qui essaie de s'en sortir aussi, eh bien, la première chose, je pense qu'il faut faire, c'est relier ces liens sociaux, mais ils sont déjà là. Je suis désolée, ils sont déjà là. Et c'est ces liens-là qu'il faut peut-être rappeler à la population, peut-être à la banque, qu'on grandit ensemble, que ça soit dans un quartier ou dans une tribu, ou peut-être, je sais pas, on a partagé un petit bout de vie ensemble, mais c'est déjà ça. Donc chacun, je pense, à son niveau, peut apporter la solution au pays. Et puis, est-ce qu'on veut réellement un changement? Si tu veux une solution, ça veut dire que derrière ça, tu veux du changement. Simple, logique, bon sens. Si tu veux du changement, tu es une solution, point barre. Si tu veux pas de changement, si tu te complais dans cette situation, et que voilà, et puis, je sais pas moi, à un moment donné, il faut glow up mentalement, il faut aller de l'avant, mais à un moment donné, voilà, il faut avoir une conscience, il faut redescendre sur terre, il faut se dire, ok, qu'est-ce que je peux apporter à la société? On arrive déjà au terme de cette émission. Ce sera le mot de la fin. Le temps nous manque. Avant de nous quitter, je vous propose de retrouver Romain pour sa chronique « Ça vous anime ». Bonjour Romain, je te laisse la parole. Madame, Chloé. Alors, le point de départ de cette chronique, il tient là, dans ma poche, près de mon cœur, et c'est un caillou. Un petit caillou. Voilà, que je vous montre. Pour la petite histoire, ce caillou, je l'ai trouvé à mes pieds ce dimanche après-midi, alors que nous célébrions en famille les 67 ans de notre papa sur la plage, au soleil. Un moment agréable, simple, doux et chaleureux, malgré le vent du large. Nos pieds nus plongés dans le sable, la discussion portait inévitablement sur les événements marquants de ces derniers mois. Le partage de nos témoignages, de notre compréhension et notre incompréhension des échos de la révolte.
Des échos auxquels il faudra s'habituer, des échos qui résonneront inlassablement sur les parois de notre existence. Des échos nerveux, instables, porteurs de questions, de doutes, de tristesse, voire d'abandon. Mais des échos qui, on l'espère, nous reviendront chargés de réponses solides et paisibles. Mais je m'éloigne de mon sujet, comme quand sur cette plage, mon esprit s'éloignait de cette discussion qui n'était plus qu'un bourdonnement, car mon attention portait sur ce petit caillou que je tenais là au creux de ma main et que je contemplais songeur. Je m'interrogeais sur son histoire. Suis-je le premier à le découvrir ? Il y avait beaucoup de monde sur cette plage avant que j'y arrive. Je n'étais sans doute pas le premier à mettre la main dessus, et même d'autres, peut-être, ont dû marcher sur ce caillou. En le nettoyant de ses grains de sable, je me rendais de plus en plus compte de sa particularité. Vous l'avez remarqué, ce caillou, il n'est pas fait d'une seule couleur. Il est l'alliage de deux couleurs qui s'opposent mais qui tiennent en un seul bloc. Et il aurait pu être l'alliage de dizaines, de centaines, de milliers d'autres couleurs, peu importe, ce caillou pourtant ne tient qu'en un seul bloc. Je m'interrogeais alors aussi sur l'incroyable complexité de sa composition, comment ce caillou aux couleurs opposées ne fait qu'un, comment il était passé de rien à caillou. Je pensais alors à sa formation. Ce caillou, il est né là, sous nos pieds. Il est le résultat du temps, des anciennes roches, des pierres du feu des volcans qui composent notre terre. Il est l'accumulation d'une histoire. Il est l'ensemble des particules des vies passées, fragiles et obstinées, qui, dans la violence des éléments, dans le tumulte et la rage du vent, ont donné naissance à ce petit caillou solide et coloré qui ne fait qu'un. Vous me direz peut-être que c'est juste un banal caillou, mais à ce moment-là, pour moi, ce caillou, ce n'est pas un simple caillou, c'était un symbole. Ce caillou, c'est mon caillou, c'est le tien, c'est le vôtre, c'est notre caillou. Et c'est là, sur cette plage, alors que les échos revenaient à moi, que je me suis rendu compte de l'incroyable chance que j'avais d'avoir ce petit caillou coloré avec moi, et que, après avoir pris conscience de sa brutale histoire à travers les âges pour en arriver là, sous nos pieds, il était important de le préserver loin des pioches et des marteaux qui voulaient le diviser. Alors, en partant pour le protéger, je l'ai remis là, dans ma poche, près de mon cœur. Merci beaucoup Romain pour ce texte plein d'émotions. Voilà qui referme notre émission. Merci beaucoup à mes invités Mardia Juniop et Patrice Gaudin d'avoir partagé vos regards avec nous aujourd'hui. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, l'émission est à revoir sur notre site internet qui s'affiche. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée sur Calédonia.